Bon, ben bonjour à tous. Petit rituel de chaque début de live. On va attendre que les gens se connectent. Bonjour Fabien. Bonjour Ninji. Salut Renaud. Bonjour Audrey. Ouais, salut Alissa. Salut Saliba, Sylvain. Ah ben je vois que ça va plus vite que la dernière fois. Bonjour Delphine, Barbara, Estelle. Salut Alat. Salut Renaud encore. Bon, c'est bien, je vois que ouais, vous avez pigé le truc et ça va quand même plus vite que la dernière fois au niveau des connexions. Donc on devrait pouvoir aller un petit peu démarrer sans trop attendre. Salut Julien. Salut Christelle. Luc. Merci Sabia. Salut Eva. Salut Diao, Marie. Napoléon. Thibaut. Bon, je vois que ça va, on a du monde. On a du monde, c'est bien. Bonjour Thomas. Didier, Carole, bonjour. C'est bien Luc, tu es connecté, c'est parfait. Julien, Sonia. Allez, on laisse encore un petit peu de temps aux quelques... Salut Laurent. On laisse quelques temps au retardataire. Et après, on va pouvoir attaquer. Salut Frédéric, ça va bien, merci. Salut Michel. Salut Jean-René. Salut Rita. Allez. Bon, on va pouvoir... Bonjour Florence. On va pouvoir attaquer ce live. Ce live, il a une raison d'être aujourd'hui. C'est que hier après-midi, pardon, s'est tenu un CSE central au niveau de Leroy Merlin, qui avait pour but de présenter, on va dire, l'extension de l'activité de nos magasins. Alors, vous le saviez comme moi, dans nos magasins, jusqu'à présent, était ouvert le retrait le retrait 2 heures, ce qu'on appelle, avec tout un schéma et un circuit dans l'information et la commande, afin de préserver les gestes barrières et d'éviter les contacts avec la clientèle. Ça s'est développé un petit peu, puisqu'après il y a eu les commandes des magasins qui étaient prêtes, donc qui ont été ouvertes pour le retrait par les clients. Puis en phase supplémentaire, ça a été l'ouverture des cours aménagement extérieur bâti. Alors selon les cas, hein, selon les magasins, il y en a certains pour lesquels c'est 2 lieux séparés, donc il y avait simplement une des deux qui était ouverte.
Et enfin, donc, annoncé hier en CS Central et en test depuis le milieu de la semaine, une ouverture partielle en libre service aux clients dans nos magasins. Alors, comment ça se passe exactement? Donc, le magasin est ouvert aux clients. On estime. Alors, les données que je vais vous donner sont issues donc de la présentation qui a été faite hier, hein, durant le CSE central, par la direction. Donc, on estime à un nombre à peu près raisonnablement selon la taille des magasins, mais autour de 30 personnes simultanément dans le magasin. Donc, il avait été envisagé dans un premier temps de faire ça sur rendez-vous, chose qui est quand même extrêmement difficile à mettre en place, parce qu'un rendez-vous d'entrée suppose une sortie à la même heure d'un client dans le magasin. Donc là, on va fonctionner plus ou moins selon le principe des files d'attente dans les supermarchés, c'est-à-dire qu'on laisse rentrer 30 personnes et ensuite on va faire un roulement, c'est-à-dire une personne sort, une personne rentre. Ces personnes, ces clients dans les magasins, donc vont prendre leurs produits en libre service, sans aide de conseiller de vente, sans aide au chargement, sans descente de produits éventuellement en hauteur. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de conseil ni de conseiller de vente dans le magasin en même temps que les clients. Sur les points conseils sera affiché un numéro de téléphone que les clients peuvent appeler en cas de besoin. Ce sera un conseiller de vente qui répondra, mais qui ne sera pas sur les rayons. Il sera dans les bureaux et il répondra du mieux qu'il peut aux demandes des clients. Ça a pour but d'éviter les contacts, d'éviter que le client se rapproche trop du vendeur pour lui poser une question, pour lui demander un renseignement, pour lui demander de l'aider à attraper un produit qui est en hauteur. Et ça a aussi pour but de limiter le nombre de personnes dans l'enceinte du magasin. À ça se posent quand même plusieurs problèmes et de nombreuses questions. La première est que on a pu le voir sur certains magasins test, comment se fait la gestion de la file d'attente. Que ce soit dans les magasins qui ont ouvert en phase de test pendant la fin de la semaine, ou que ce soit ce que l'on voit hein, dans les supermarchés aussi, il n'y a pas forcément une discipline suffisante dans les files d'attente, puisque l'on voit des gens qui sont extrêmement proches les uns des autres en attendant. Donc, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que pendant que le client est dans les rayons, en fait, hein, à la recherche de ses produits, la durée estimée par la direction de la visite dans le magasin est de 15 minutes, mais quand on voit comment nous, en tant que conseiller de vente, on est sollicité en permanence pour savoir où se trouve tel et tel produit, là, s'il n'y a pas forcément le soutien en rayon, on va se retrouver avec des visites qui ont duré beaucoup plus longtemps. De plus, pendant que le client est dans les rayons, il y a aussi une activité qui est faite en parallèle, qui est la préparation des commandes en retrait 2 heures. Ce qui veut dire que on va annoncer au client qu'il est seul dans le magasin, donc on reparlera du vol après tout à l'heure. On va annoncer au client qu'il se débrouille tout seul, mais il va croiser des personnes du magasin qui sont pas là pour la même chose, mais il y a obligatoirement, à un moment donné, dans le cadre d'une recherche, dans le cadre d'un conseil, il va y avoir un rapprochement entre le client et le préparateur de la commande. Donc, est-ce qu'il doit partir en courant? Est-ce qu'il doit dire ne m'approchez pas? Est-ce qu'il doit dire je ne vous réponds pas? Même si normalement, parce que c'est pas fait forcément partout, il y a un process qui est remis au client par un agent de sécurité à l'entrée du magasin qui dit que voilà, le client doit se débrouiller tout seul. C'est ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine dans de nombreux magasins. Une autre interrogation que l'on peut se poser, c'est c'est de se dire, il va y avoir déjà aussi plus de gens dans le personnel du magasin qui seront présents sur le site. Donc, plus de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gestes barrières
qui sont bon, la distanciation d'1 mètre, hein, évidemment, la distanciation d'1 mètre dans les salles de pause, dans les salles de restauration, dans les salles zen, risque de poser beaucoup plus de problèmes. Parce qu'il va y avoir des croisements de personnes, il va y avoir des flux de personnes qui vont être beaucoup plus importants qu'avant. Donc, a été demandé en CSE quelle était la garantie de l'application de ces bonnes mesures, ces mesures indispensables, hein, soyons clairs, hein, c'est vraiment indispensable à la sécurité et à la santé des personnes. Voilà, on nous assure que tout sera fait dans les règles. Il va être important de vérifier ces dires-là, parce que ça fait quand même du monde en plus. Alors, en matière de monde, ça fait quoi? Ça fait une personne de plus dans le magasin, dans le magasin mais pas en rayon, qui lui va répondre aux clients. Une personne qui va s'occuper aussi de gérer les commandes, donc qui ne sera pas en surface de vente, mais qui sera aussi dans l'enceinte du magasin. 2 hôtesses de caisse en permanence, par roulement, parce que l'objectif, a priori, d'ouverture est de 10h, 18h. Donc il y aurait 2 hôtesses le matin, 2 hôtesses l'après-midi. Voilà, on nous garantit que les caisses sont protégées. Il y a un plexi qui est mis autour, il y a les équipements de protection. Et donc là, je m'adresse à ceux qui sont actuellement encore considérés comme volontaires pour travailler. C'est de vraiment, vraiment, vraiment utiliser ces équipements. C'est parfois contraignant. J'entends. Une visière, ce n'est pas forcément agréable. Un masque, c'est pas forcément agréable. Des gants, c'est pas forcément agréable. Mais considérez ça vraiment comme une barrière qui protège votre santé. On rigole pas avec ça. De la même manière que vous mettez vos chaussures de sécurité pour éviter d'y laisser vos pieds si jamais il y a quelque chose qui tombe dessus. Là, c'est encore pire et surtout c'est que c'est encore plus dangereux parce que c'est une exposition invisible, hein, donc à laquelle on a un petit peu de mal à se faire, quoi. C'est vraiment un équipement de protection individuelle au même titre, voilà, que les gants anti-coupure quand on est à la découpe, que vos chaussures de sécurité quand vous allez travailler. Voilà pour on va dire, l'extension de l'activité Leroy Merlin. Le souci est que selon les sites, vous allez avoir des volontaires, encore, et vous allez avoir après un manque de volontaires, selon les sites. Donc là se pose la vraie question que tout le monde attend, c'est le volontariat existe-t-il, oui ou non? Alors, c'est très simple, et la position de l'entreprise a été très claire là-dessus. À partir du moment où il y a une équipe suffisante de volontaires pour mener à bien cette nouvelle mission par rapport à nos clients, on ne va pas aller désigner quelqu'un, c'est évident. Cependant, si l'équipe est insuffisante, eh ben, il y aura une désignation de personnes pour mener à bien cette activité. Autrement dit, on est sur la fin du volontariat. Alors, ce sera progressif parce que forcément, il y a l'ouverture en fait au magasin est très restreinte. C'est ce qu'on appelle un mode dégradé chez nous. Cependant, il y a besoin de monde. Donc, pas forcément beaucoup, mais il y aura besoin de monde et que si il n'y a pas assez de monde dans le cadre des volontaires, il est important de savoir que des personnes seront, entre guillemets, j'aime pas cette expression mais elle convient tout à fait, désignées volontaires. Alors, selon l'entreprise, ça va se faire selon plusieurs critères. Alors, les 5 qui ont été évoqués hier, donc je vais vous les lister, hein, c'est pas moi qui les ai donnés, vous verrez qu'il s'en dégage quand même un certain flou et une interprétation un petit peu facile. Le premier, c'est l'intransigeance sur la sécurité. Bon, à voir. On voit passer des photos même sur Workplace de gens qui sont extrêmement près les uns des autres, de gens qui aident au chargement. Alors là, c'est important aussi d'insister sur la responsabilité individuelle. Vous voulez rendre service peut-être, mais vous faites ce qu'on vous dit de ne pas faire. Donc ça, c'est important, c'est votre santé qui est en jeu. Donc on ne le fait pas. Le deuxième point, donc, c'est la progressivité dans la reprise, ce que j'expliquais tout à l'heure.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'état d'avancement, selon les mesures gouvernementales, selon le pic, le plateau ou la descente des courbes de personnes atteintes, des courbes de personnes qui sont en soins intensifs, il peut y avoir un assouplissement ou un élargissement de ça. Ça, c'est vraiment cette progressivité qui va être mise en place. Est-ce que cette progressivité, j'en profite pour répondre à une question, est-ce que cette progressivité va amener à une ouverture totale le 11 mai? Là, je ne peux pas vous répondre à ça. Je ne peux pas vous répondre parce que ça va dépendre de l'activité. Ça va dépendre de l'activité. On n'est pas à l'abri d'avoir un regain dans les contaminations, avec du coup des mesures de confinement qui risquent de se durcir un tout petit peu. Donc là, à cette question-là, on ne peut pas répondre. Actuellement, c'est impossible. L'attention sera portée sur l'individu, j'aime beaucoup cette phrase, c'est-à-dire que vont être pris en compte dans la désignation d'une personne, outre les compétences liées au métier qu'il a besoin d'exercer, sa situation. Alors sa situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'il est atteint de pathologies associées qui peuvent le mettre en danger, ce qu'on appelle les sujets à risque. Est-ce que il est en charge de ses enfants? Quelle est la situation familiale? Beaucoup se posent la question, par exemple, mon épouse est infirmière et elle travaille tous les jours en contact avec des patients atteints. Donc, qu'en est-il de ma situation? Donc, ça, c'est des éléments qui sont censés être pris en compte dans cette fameuse désignation. Ensuite, on nous parle au quatrième point de transparence et pédagogie. Bon, voilà, c'est joli comme mot, hein, ça sonne bien dans la phrase. Maintenant, quand on voit le niveau d'information que les organisations syndicales réussissent à avoir, mais vraiment au forceps, hein, comme on dit, voilà, cette phrase pour moi, j'attends de voir ce qu'elle veut dire, franchement. C'est-à-dire, je pose une question, tu me réponds sur le risque, sur est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe actuelle qui présente des signes, voilà, enfin, tous ces éléments-là. Le dernier point, c'est la solidarité et la coopération. Alors là, pareil, une belle phrase, hein, c'est-à-dire que il y a comment dire, une transmission des savoirs des équipes en place par rapport aux règles de sécurité qui sont mises en circulation dans l'enceinte. Je dis l'enceinte hein, parce que c'est le magasin, mais ça peut être aussi l'entrepôt, hein, qui vont ouvrir aussi hein, de fait. Donc voilà, c'est toute une chaîne qui se met en place et cette chaîne-là, voilà, elle fait poser beaucoup de questions. Une question, par exemple, il y a quelques vieux magasins encore en France, hein, ils n'ont pas tous été refaits à neuf, des magasins qui étaient au départ construits pour recevoir un certain nombre de personnel, donc de taille assez petite, et qui se sont développés au fur des ans, au fur des années, je vais y arriver, au fur et à mesure des années, parce que le bassin a fait que il y a plus de clients, il y a plus de salariés. Donc, ce sont des structures petites qui reçoivent du grand monde. Donc là aussi, il y a des mesures qui sont vraiment à mettre en place vraiment, de façon extrêmement précise et de façon, on va dire, intransigeante. C'est-à-dire qu'il est de notre ressort, en tant que représentant du personnel, de vérifier que ces règles-là soient bien respectées de sécurité et alerter immédiatement en cas de non-respect. Alors, le non-respect, il peut être dû à deux facteurs. Hein. Soit on est dépassé par les événements,
enfin 3 exactement. Donc le premier, on est dépassé parce qu'il y a beaucoup plus de monde que prévu, donc avec des files d'attente énormes. On peut aussi avoir oublié un process dans le cadre de cette nouvelle activité, de cette augmentation d'activité, ou on peut aussi négliger un process. Dans les trois cas, c'est grave. Après, ce qui est important, c'est de les dissocier, parce que ces éléments-là sont révélateurs en fait de ce qui peut se passer au sein de l'entreprise. Donc, il n'est pas acceptable quand on reçoit, par exemple, sur les cours matériaux dont je vous parlais tout à l'heure, des consignes qui disent qu'il y a 2 voire 3 véhicules simultanément dans la cour matériaux et que certains magasins décident au nom du chiffre d'affaires de passer à 8 ou 9, c'est pas acceptable et c'est intentionnel. C'est ça qui est beaucoup plus dérangeant. Parce que c'est de la mise en danger de la santé des collaborateurs et ça fait pas partie des attributions jusqu'à nouvel ordre des dirigeants. Voilà un peu comment ça se passe au niveau de et comment ça va se passer. Donc en fin de semaine, enfin en milieu de semaine, il y avait 3 magasins. Enfin, alors je vais vous les donner. Donc il y avait Nice, Tourcoing et Vourles qui ont été rapidement suivis par les magasins de Villeneuve-d'Ascq, Puget, Saint-Chalon et Dijon. Et pour un développement et une duplication de ça rapidement dans la semaine prochaine sur beaucoup de magasins. Pourquoi beaucoup? Parce que ce qui a été présenté dans le cadre du CSE, c'est que le directeur d'établissement, donc magasin ou entrepôt, reste juge de cette augmentation d'activité en fonction de plusieurs paramètres, en fonction de si il lui semble par exemple que les conditions d'application de ces règles et de ces gestes barrières ne peuvent pas être appliquées de façon suffisamment efficace. Il a autonomie pour repousser ultérieurement ou pour l'instant stopper cette ouverture en libre service en accès restreint aux clients. Se pose aussi le problème des équipements de protection. Donc ce que nous a dit la direction mercredi dans le cadre d'une réunion avec les organisations syndicales, c'est qu'il recevait en fait des équipements de protection, donc des masques chirurgicaux, des masques lavables, donc lavables. C'est pas le masque que vous fabriquez à la maison, c'est important. Hein, c'est pas, on est un peu plus que sur du bricolage, c'est-à-dire que ce sont des masques qui sont agréés dans le cadre de cette utilisation-là et qui sont lavables 50 fois sans perdre la propriété. Donc des masques, du gel hydroalcoolique, des gants, des visières. Donc ça, c'est des éléments, enfin, du matériel qui a été reçu au siège et qui va être réparti dans les magasins. Donc important déjà de vérifier avant toute ouverture que il y ait eu réception de ces éléments et surtout que ça se passe suffisamment clairement pour que tout le monde soit vraiment en sécurité. Toujours pareil, hein, une grande pédagogie est à apporter sur l'utilisation de ces équipements de sécurité. Comme je le disais sur les précédents lives, un masque peut vous contaminer si vous ne savez pas le mettre ou si vous ne savez pas l'enlever. C'est pareil pour les gants. Donc il y a vraiment une formation à apporter aux nouvelles personnes pour qu'elles puissent utiliser ce matériel en toute sécurité et sans, parce que c'est le piège numéro 1, c'est de se dire je suis protégé, donc bon j'y vais, hein, pas de problème, sauf que si c'est mal utilisé, à ce moment-là, c'est encore plus dangereux que si on n'avait rien, parce que du coup on se croit protégé et du coup on va prendre certaines libertés d'action, certaines libertés de mouvement qui sont complètement à proscrire dans un cas comme ça de protection contre une épidémie. Voilà à peu près les nouvelles, on va dire, et la nouvelle direction que prend l'entreprise. L'entreprise persiste et signe sur ces 3 axes qui sont garantir la santé et la sécurité des collaborateurs, garantir la pérennité de l'entreprise et tout faire pour être une entreprise responsable. Donc là, on a le droit de se poser quand même la question de savoir si ouvrir en libre service pour des produits qui sont
pas forcément considérés comme des produits de première nécessité, est-ce que ça n'engage pas un petit peu la responsabilité de l'entreprise qui risque de faire des files d'attente assez importantes, des comportements de clients en magasin qui, quoi qu'il arrive, iront quand même à la rencontre d'un salarié parce qu'il cherche un produit qu'il ne le trouve pas, d'avoir aussi des éventuelles possibilités de, comment dire, pas d'agressivité, mais de tension, parce que remettez-vous un instant dans votre magasin hors période de confinement, à 20 heures, juste avant la fermeture, ben, il y a des gens qu'on est un peu obligé de pousser dehors, parce que sinon à 21 heures, ils seraient encore là en train de réfléchir à ce qu'ils prennent. Donc imaginez une personne qui est seule dans un magasin, qui n'a pas de conseil, qui n'a pas de conseiller, et qui cherche un produit, et à qui on fait comprendre que 15 minutes, c'est déjà pas mal, il faudrait qu'il se presse un peu. Donc il peut y avoir une certaine agressivité qui à l'encontre soit des agents de sécurité qui seront là pour vérifier, enfin de l'agent, s'il n'y en aura qu'un, de sécurité qui sera là pour vérifier que les clients respecte bien les gestes barrières. Il peut y avoir aussi un côté excédé de la part du client qui en a marre de chercher son produit et de pas le trouver, et qui, quoi qu'il arrive, il dit ben moi je vois un gars là-bas qui traîne un tire-pale, je vais le voir parce qu'il faut qu'il m'aide. Et il ira, hein, il ira. Alors voilà, est-ce que je suis dans mon rayon, je vois quelqu'un arriver, je me casse en courant, comment ça se passe quoi? Donc voilà, ça c'est vraiment des grosses interrogations que l'on a. Et ces interrogations elles sont d'autant plus importantes que ben, il y a un certain relâchement qui se fait. On parle beaucoup de déconfinement, on parle beaucoup de reprise progressive. Après, tout dépend quel ministre on écoute et quelle personne on écoute. Vous avez les financiers d'un côté, vous avez les personnels de santé de l'autre. Actuellement, on est, on va dire, sur un plateau haut, comme ça a été expliqué, mais sur un plateau, avec même une légère régression au niveau de l'occupation des lits d'hôpitaux, au niveau des gens en soins intensifs. Ça, c'est le produit du confinement. Sauf que si on veut pas prendre une deuxième vague dans la figure, ben, il faut continuer ce confinement au maximum. Et c'est pas forcément en ouvrant des magasins sur du bricolage, sur tiens je vais refaire la chambre du petit parce que je suis en activité partielle, ça va m'occuper, que on va le saborder ce confinement. Et c'est en ce sens-là que moi cette notion de responsabilité d'entreprise m'échappe un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la nouvelle activité. Concernant les questions, alors nous avons posé, et les autres organisations syndicales ont posé énormément de questions suite à ce CSE, enfin en amont de ce CSE extraordinaire. Ces questions-là n'ont pas été répondues dans leur totalité, loin de là. L'entreprise s'est engagée à nous apporter des réponses en milieu de semaine. Cependant, il y a quelques réponses qui ont été données, et il y a aussi quelques réponses que j'ai vues défiler, donc auxquelles je vais vous répondre. Donc, le volontariat, je vous ai expliqué que c'est en fonction des équipes. Actuellement, si on a besoin de 20 personnes pour faire tourner le magasin, on va voir si on a 20 volontaires. Si on a 20 volontaires, tout va bien. Si on n'a pas 20 volontaires, on va aller les chercher. Le principe, c'est que, encore une fois, et le point de départ, c'est ah oui, alors très très bonne question. Est-ce que les hôtesses pourront prendre les chèques et les espèces? Non. C'est paiement par carte bleue, systématiquement, avec un emballage plexi du poste de l'hôtesse et le terminal qui lui sera hors de l'emballage. Donc il n'y aura pas de contact et donc de remise de chèque ou de remise d'argent. Que se passe-t-il si un désigné d'office refuse de travailler? Excellente question. Le salarié
dans le cadre d'une entreprise comme la nôtre, qui a un droit d'ouverture comme la nôtre décrété par le ministère, par le Premier ministre, ne peut pas refuser de travailler. Alors, sauf si, premièrement, il constate qu'il y a un grave manquement à la sécurité, auquel cas il peut faire valoir son droit de retrait. Sauf si il est aussi en garde d'enfants, parce que ces enfants, leurs structures sont fermées. Donc ça, c'est des éléments qui normalement sont pris en compte. Alors, mis à part le non-respect des règles de sécurité, mais le fait d'avoir des enfants, par exemple, à s'occuper, fera partie des critères de choix. Donc c'est important de le signaler. Sinon, non. Nous, on est dans l'autorisation d'ouvrir. Donc, une personne à qui on dit ton chômage partiel s'arrête parce que tu reprends une activité, ne peut pas la refuser. Sans raison valable. Ensuite, est-ce que les hôtesses, donc ça c'est bon, j'ai répondu. Les congés payés. Alors les congés payés, pour avoir eu un entretien avec la responsable des relations sociales, pour l'instant, il y a un maintien sans, on va dire, sans désignation d'office des congés d'été, avec 3 semaines dans la période de congés légaux, c'est-à-dire de fin mai à fin octobre. Les plannings sont quasiment faits à peu près dans tous les magasins, mais il n'y a pas de remise en cause à ce niveau-là. Il n'y a pas non plus d'obligation, même s'il y a des pressions qui sont faites par les managers ou par les directeurs, il n'y a pas non plus d'obligation de solder tous ces congés avant fin mai, au risque de les perdre. Donc ça, après plusieurs avis et plusieurs déclarations contradictoires, au dernier CSE central, il avait été spécifié que la règle du 31 mai était toujours d'actualité dans l'entreprise et que au-delà, les congés seraient perdus. Là, il semble qu'il y ait, je pense que c'est peut-être aussi par rapport à l'extension du confinement jusqu'à mi-mai. Donc il y a eu confirmation que les congés pourraient être transférés sur l'année prochaine sans limite de nombre, sauf pour les cadres, qui eux ne pourront transférer que 12 jours, sauf s'ils ont fait partie de cellules de crise ou d'équipes de volontaires dans le cadre de l'activité réduite. Voilà pour les congés payés. Est-ce que les augmentations sont bloquées cette année? Alors, au stade d'aujourd'hui, c'est bloqué. Alors, ça ne veut pas dire que c'est annulé, ça ne veut pas dire que c'est gelé, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Au stade d'aujourd'hui, la réponse, c'est que déjà, toutes les personnes n'ont pas fait forcément leur EDP. Ensuite, tous les magasins n'ont pas fait forcément le bilan des hommes. Donc, au stade d'aujourd'hui, même ceux pour qui c'était acté, que ça a été fait, sont dans l'interdiction de communiquer et de faire des retours EDP auprès des salariés. En fonction de la durée du confinement, en fonction des éléments financiers qui rentrent obligatoirement dans l'équation, il y aura soit un gel, soit une annulation, soit une application. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Alors, si on est désigné d'office et qu'on ne peut pas y aller pour garder un enfant, est-ce qu'on reste en activité partielle ou est-ce qu'on repasse en arrêt pour garde d'enfant? Alors ça, normalement, c'est passé au Parlement hier, de mémoire. À partir du moment où on est en garde d'enfant, ce ne sera plus l'arrêt maladie qui va s'appliquer, mais la règle du chômage partiel. Autre magasin prévu en réouverture, quasiment tous. À partir du moment où le chef d'établissement va dire moi je considère que je peux ouvrir, il peut le faire. Il peut le faire. C'est aussi simple que ça. Alors, ensuite, pourquoi c'est des informations et non pas des consultations? Et pourquoi le CSSCT, donc la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, ne sont pas consultés? Tout simplement parce que comme
mécanique et froid en même temps. C'est-à-dire que nous, on a autorisation d'ouvrir depuis le début parce qu'on est considéré comme un magasin de première nécessité, en appliquant évidemment toutes les mesures nécessaires à la sécurité. Mais à partir du moment où on est obligé, enfin on a cette possibilité-là, on n'a pas besoin de faire une consultation auprès du CSE. On n'a pas besoin de faire une consultation auprès du CSE central. Une information suffit. Et alors, pourquoi on va simplement dire à quoi sert cette fameuse commission de santé et sécurité et des conditions de travail si elle n'est pas consultée? Eh bien, tout simplement parce que depuis la règle du CSE, le fameux CSSCT n'est plus une entité propre. C'est une commission du CSE. Donc, on considère qu'en informant le CSE, ça suffit. C'est un petit peu dommageable parce que les gens qui sont dans ces commissions-là sont investis dans les règles de sécurité, sont investis dans la protection des salariés. Ne pas les impliquer, il y a un côté un peu dédaigneux qui est extrêmement gênant. En ce qui concerne la mission des élus, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu sur la période, sur le mois dernier, et jusqu'au 14 avril, il y a eu une augmentation des heures de délégation de la part de l'entreprise. Le confinement étant prolongé de un mois, on va dire, cette augmentation des heures de délégation pour les élus ne sera pas reconduite. À l'exception simplement des membres de cette fameuse commission de santé, sécurité et conditions de travail qui avaient 4 heures de délégation pour cette mission-là et passeront à 8 heures. Donc c'est la seule en fait chose qui va être reconduite par rapport au mois dernier. Pour les autres, les heures de délégation reviennent à la normale, comme elles étaient avant. Donc les CP, on les a regardés. Ensuite, en ce qui concerne la part Valadeo, donc là toujours pareil, hein, il n'y a pas d'étude qui est faite encore là-dessus parce que ça demande une analyse assez approfondie. On n'envisage pas, enfin l'entreprise n'envisage pas avant un bon mois de pouvoir donner des pistes quant à la nouvelle valeur de la part. Ce qui est sûr par contre, c'est que il va y avoir une incidence très forte sur la prime la participation aux bénéfices de l'année prochaine. Là, on est vraiment sur du mathématique, hein, parce qu'on s'appuie sur un exercice d'avant et voir ce qui peut être fait. Et comme il va y avoir aussi, évidemment, une grosse incidence sur les primes de progrès des magasins. Ensuite, alors, a été présenté aussi. Attends, hop. Romain, j'ai vu passer ta question trop vite, donc si tu peux la reposer, ce serait sympa. Alors, la direction a-t-elle prévu de distribuer une prime au volontariat dû à leur prise de risque? Non. Non. Tout simplement. Alors eux, leur argument est que ils ne veulent pas que ce soit considéré comme un salaire de la peur. Voilà. Bon, pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de prime. Question suivante, c'est y aura-t-il du favoritisme par rapport à ceux qui sont volontaires ou qui ne le sont pas? Voilà. Je vous laisse seul juge par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas empêcher que ça influence un minimum. Pour combien de matériel par collaborateur? Donc chaque collaborateur qui prend son poste a ce qu'on appelle un kit, dans lequel il y a, selon la durée de sa prise de poste, il va y avoir des gants, un masque, un ou plusieurs, et une visière, ainsi que évidemment du gel hydroalcoolique.
Ensuite, si j'ai une maladie à risque, est-ce que je dois reprendre le travail? Est-ce que je reste au chômage partiel ou est-ce que je dois me remettre en arrêt maladie? Est-ce que je perds mes 3 jours? Alors normalement, la règle des 3 jours ne s'applique plus. Pour l'instant, étant que le déconfinement total n'est pas fait et que la réouverture n'est pas totale, dans la mesure où la personne a une maladie à risque, eh ben, elle va rester de fait en chômage partiel. Va-t-on pouvoir aménager les horaires de travail selon les horaires des enfants? Alors, normalement, oui, là, il y va de l'intelligence de la personne qui fait les plannings. Par contre, il y a aussi une chose qui risque d'évoluer en fonction de la fréquentation, qui, à mon avis, va être assez haute. Eh bien, les horaires d'ouverture sont amenés à évoluer. Après, les horaires d'ouverture sont un petit peu à la charge du directeur ou de la directrice d'établissement. Vous avez des établissements qui vont ouvrir de 9 heures à midi ou de 9 heures à 13 heures, d'autres qui vont faire du 10-18, ça va dépendre un petit peu. Quelles sont les normes sur les masques? Alors les masques, il n'y a pas de FFP2, hein, cherchez pas. Ce sera les masques chirurgicaux ou des masques réutilisables en normes, enfin normalisées, on va dire. C'est pas vite fait dans un atelier. Ils sont réutilisables 50 fois et sous contrôle de l'AFNOR, hein, qui a fait, qui a, on va dire, donné son aval sur l'utilisation de ça. Des tests sont-ils prévus en magasin? Alors, ça a été abordé dans le cadre du CSE central. L'entreprise essaie de s'équiper d'appareils pour prendre la température de manière frontale. Un petit pistolet, c'est extrêmement rapide pour faire ça. Est-ce que après, il y a deux questions qui se posent. Pour moi, c'est très intéressant qu'un salarié puisse être contrôlé. C'est très intéressant aussi qu'un client puisse être contrôlé. Par contre, on n'a pas forcément la main sur un client ou un salarié qui refuse d'être contrôlé. Même si je trouve ça un petit peu stupide de dire bah, moi je refuse qu'on me prenne la température, il y a aussi des notions de droit. C'est ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez entendu, pour l'histoire du confinement des personnes âgées qui resteraient confinées plus longtemps. On est vite passé de cette obligation de rester confiné à cet encouragement à rester confiné. Parce que juridiquement, ça ne tient pas la route. Voilà. Après, il y a aussi, comment dire, une façon de le faire et de le faire comprendre. Mes parents sont âgés et ils ont un peu de mal à le comprendre, hein. Donc on rabâche en permanence. Mais il y va aussi de la santé, quoi. C'est pas juste pour faire chier, excusez-moi de l'expression. C'est aussi, il faut bien expliquer que ben on est loin, loin, loin d'en avoir fini avec ce virus, hein. Après, le souci qu'on va avoir, hein, le port du masque ne sont pas obligatoires. Oui, oui, effectivement, le port du masque n'est pas obligatoire pour l'instant. Là, ce qui va se passer, c'est que on a beaucoup de personnes qui sont persuadées que voilà que on prépare la fin, que tout va bien. Donc les scientifiques et les médecins qui eux sont plutôt alarmistes par rapport à cet état d'esprit-là vont tout faire pour qu'il y ait vraiment des vraies mesures dans la mesure où je peux sortir dans la rue, où je peux me promener, où je peux faire des achats, ben, que ce soit dans de bonnes conditions. Donc ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément demain, ne le sera pas forcément le 11 mai. On ne sait pas s'il va y avoir une remontée au niveau des contaminations qui entraînerait peut-être encore une période de confinement supplémentaire, ou si ça va mieux, qu'il y ait un déconfinement, mais pour éviter une seconde vague sur juin-juillet, ben c'est d'y aller mais vraiment tranquille. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller parce que, les événements vont bousculer les habitudes et surtout les événements vont bousculer la réglementation autour de notre comportement. Que ce soit dans le droit du travail ou que ce soit dans le droit classique, hein.
Alors, la mer de nuit est-elle toujours d'actualité? Normalement non, parce que l'encadrement est un peu complexe par rapport à ça, surtout en ces périodes de confinement. Donc, ce qui est important, c'est que il y ait une continuité absolue dans les règles de sécurité. Il y avait une mer de nuit dans certains magasins qui était faite, qui était sous-traitée. Donc on ne peut pas laisser des gens comme ça se promener dans le cadre de la. C'est pas une question de confiance du tout. C'est que dans le cadre de justement de ces zones, de ces parcours, de ces besoins de désinfection, il y ait des règles à respecter. Donc je vois pas comment comment dire, on pourrait le faire sans multiplier encore une fois les intervenants au niveau de la désinfection, à la fois du matériel, des locaux, ensuite des changements d'équipe qui vont se croiser dans les lieux confinés. Pour l'instant, c'est plutôt non. Peuvent-ils prendre des sous sur nos comptes Valadeo? Oui. C'est pas forcément qu'ils vont les prendre, c'est que la part risque de perdre en valeur. Donc c'est pas un transfert de ton compte au compte de Leroy Merlin. C'est une valeur qui risque de chuter. Quels sont les recours si le salarié est contaminé sur son lieu de travail? Il risque de contaminer sa famille par la suite. Je pense aux personnes âgées dans ce cas. Alors là, c'est clair et c'est juridique. C'est l'entreprise le dit, le ministère du Travail le dit. Il n'y a absolument aucun moyen de prouver par A plus B que l'on a été contaminé sur son lieu de travail. C'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. Donc, si on est contaminé, on est malade, c'est tout. On n'est pas en arrêt maladie, on n'est pas en accident du travail. Ça, c'est clair. Je vois pas comment ça pourrait bouger, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, à part nous, hein, évidemment, mais sinon, tout le monde va être d'accord là-dessus. La prime du 13e mois versée fin juin va-t-elle être impactée? Oui. Donc en fait, ce qui se passe sur la prime de vacances, ce qu'on appelle prime de vacances versée fin juin, dans la mesure où il y a une fermeture, comme on a eu le cas pendant 15 jours, on va dire que là on est sur de la franchise. Donc au-delà de 15 jours, cela commence à impacter. Alors, petit exemple rapide, la prime d'été elle est versée sur 6 mois. Donc si on est en fermeture, enfin en activité partielle pendant 1 mois et demi, ça veut dire quoi? On enlève les 15 jours de franchise, donc il reste 1 mois. Ce qui veut dire que la prime d'été va être calculée sur 5 mois de présence au lieu de 6. Ce qui veut dire que si on a 45 jours de chômage partiel, on va avoir une prime qui va diminuer de 20%. C'est-à-dire 1 mois sur les 6. Sur les 5, non pardon, 17%. Donc à partir du moment où on a dépassé le stade, ce qui est le cas des 15 jours d'arrêt, mais ensuite c'est au prorata, alors ce qu'on appelle du temps de présence, ni plus ni moins. Est-ce qu'il y aura des masques FFP3 pour le service découpe-bois? Alors, pour l'instant, tout ce qui est... Alors oui, là, je vais préciser sur les modalités d'ouverture. Seront fermés, quoi qu'il arrive, les mondes projets, la reprise marchandise, la découpe, et tout ce qui, en fait, occasionne du contact. Donc, pas de découpe de bois, pas de découpe de verre, pas de monde projet, pas de reprise marchandise. Donc ça c'est bon. Donc pour ce qui concerne la découpe, ça c'est répondu. Ensuite, comment vont être validées les prochaines semaines en participatif? Pas d'accès tactique si pas volontaire. Alors, là il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est que si on démarre sur une activité restreinte avec
des désignations de, de volontaires, entre guillemets, ça va être sur des plages horaires qui seront quand même beaucoup plus réduites que dans le cadre d'une ouverture normale. Donc ça va être assez linéaire en fait sur la suite. Pour le participatif, après, il devrait se mettre en place petit à petit en fonction en fait de l'ouverture de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont rester chez elles, il y a des personnes qui seront en activité partielle, d'autres qui vont être au travail. Et à partir de ce moment-là, on va lancer. Alors là, après, c'est avec les managers qu'il va falloir le voir. On va lancer la notion d'horaire participatif et d'horaire à l'avance. Parce que n'oublions pas que nous devons être normalement sur une base de 4 semaines d'avance plus la semaine en cours. Alors, si les commerces refusent le liquide, c'est une discrimination pour les personnes précaires et interdits bancaires. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Seulement, pour répondre à ta question, Tony, excuse-moi, juste 2 secondes, je te réponds après. Donc, c'est une discrimination, oui, mais c'est une possibilité qui a été ouverte. Donc, ce sera maintenu, dans un premier temps, ce sera que du paiement par carte bancaire. Ce qui évite le contact et l'échange, en fait. En ce qui concerne alors la machine à teinter, c'est pareil. La carte maison, c'est pareil. Le SAV, pour l'instant, c'est pareil. C'est-à-dire tout ce qui peut engendrer une promiscuité ne sera pas mis en place. Pourquoi? Parce que simplement, l'entreprise a décidé qu'il n'y aurait pas de personnel, entre guillemets, mis à part ceux qui préparent les retraits 2 heures, il n'y aurait pas de personnel dans les rayons. Donc pas de carte maison, effectivement, et pas de machine à teinter de ce fait. Surtout, c'est que ça, obligatoirement, ça implique une promiscuité et un échange qui ne sont pas en accord avec les gestes barrières au niveau de la sécurité. La prime... La prime 13e mois du mois de juin est-elle maintenue? Oui, donc ça j'ai répondu à ça tout à l'heure. Prise de risque, donc non, pas de prime de risque. Si j'ai une maladie à risque, est-ce que je dois reprendre le travail? Est-ce que je reste en chômage partiel? Donc là c'est pareil, on va revenir un petit peu dessus. Mais pour l'instant, dans ce cadre-là, il n'y a pas de délai de carence vis-à-vis de l'arrêt maladie. Et si on a une maladie à risque, ça veut dire qu'on est un sujet à risque. Hein. C'est pas qu'on est dans l'incapacité de travailler, mais un sujet à risque. On est prioritaire pour rester dans une activité partielle. Après, ce qui va se passer après le 11 juin, 11 mai, 11 mai, j'insiste, c'est que il va certainement y avoir une évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que si on juge qu'un déconfinement peut se faire petit à petit, on va certainement maintenir les personnes qui sont en pathologie, qui peuvent être à risque associées au virus. On va leur demander de rester chez eux dans le cadre de l'activité partielle. Mais ça, a priori, ce n'est pas prévu et ça va être de moins en moins qu'il y ait des arrêts maladie spécifiques à ça, sauf si, évidemment, on est contaminé. Peut-on travailler que quelques heures par semaine? Du coup, on serait payé un peu en chômage et un peu par le roi. Oui, euh, c'est possible. Alors, est-ce que ça va être fait ou accepté? Parce que là, c'est un côté pratique qui va répondre simplement. On peut très bien dire je travaille 2 jours par semaine et les 3 autres jours je suis en activité partielle. Ça, le principe de l'activité partielle le permet tout à fait. Maintenant, peut-être que les équipes qui vont être mises en place dans les magasins seront sur des cycles, alors en fonction de l'ouverture évidemment, seront sur des cycles de c'est tous les jours ou c'est rien. C'est pas forcément là le participatif, ce côté-là vous pouvez vous pourrez vous pouvez oublier. Les femmes enceintes sont-elles considérées à risque?
ben, les femmes enceintes ont quand même un risque, pas, je ne suis pas médecin, mais on n'a jamais considéré que le fait d'être enceinte était un facteur qui favorisait le fait d'attraper le virus. Par contre, il est évident que pour une femme enceinte, le fait de l'avoir peut poser des problèmes. Donc en ce sens-là, on est plus sur un risque associé, mais c'est pas le fait d'être enceinte qui fera qu'on sera plus facilement contaminé. Après c'est clair que le, comment dire, il y a un côté responsabilité, je trouve. Donc moi personnellement, je pense qu'une femme enceinte doit faire part de la plus grande prudence, même si je comprends hein, que ça peut engendrer aussi des difficultés financières, mais pardon, mais c'est pour une belle cause, hein, donc ça peut valoir le coup de faire l'effort. Quel est l'impact du chômage partiel sur les points retraite? Alors, sur les points retraite, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire que ça, c'est un peu comme pour les congés payés. Cependant, ça peut changer très très rapidement puisque c'est évolutif, hein, comme vous avez pu le constater. On a régulièrement des points qui sont mis à l'ordre du jour au niveau des conseils de ministres restreints, des votes à l'Assemblée, qui vont faire évoluer en permanence la réglementation autour de ça. Et plus ça va aller, plus ça va évoluer. On voit beaucoup on va dire, d'attitudes très agressives vis-à-vis du détricotage du code du travail, avec des mesures, on va dire, provisoires mais qui durent, ce qui est gênant, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'installe. En fait, hein, notamment les durées de travail, l'obligation, les ouvertures du dimanche, toutes ces choses qui ont été assez durement acquis et que certains considèrent comme des avantages et c'est ceux-là même qui nous considèrent comme en vacances dans le cadre d'une activité partielle. Donc là, on est plus sur du débat d'idées, on va dire, hein. Mais oui, il faut s'attendre à ce que beaucoup de choses changent. Et ça peut impacter sur les retraites, comme ça peut impacter sur la prise de congés payés. Pour l'instant, non. Tant qu'on est en activité partielle, on fabrique du congé payé. Mais voilà, on n'est pas à la merci que dans 15 jours, si jamais il y a une crise sanitaire qui augmente, c'est-à-dire si on remonte et qu'on reprolonge le confinement à nouveau, que finalement, à partir de tel jour et telle durée de l'activité partielle, on ne cotise plus pour ces congés payés. Ça, on peut pas le dire. Voilà, on peut pas le dire. Les caisses hybrides, les caisses... Alors, pour l'instant, les caisses qui ouvrent, c'est les caisses classiques. Les caisses avec une hôtesse de caisse. Parce que il n'y a pas suffisamment... Alors, je dis pour l'instant, ça peut changer. Ça va dépendre aussi du taux de fréquentation des magasins, à mon avis, qui va être assez élevé. Mais pour l'instant, on est sur la base de 2 hôtesses qui font des encaissements classiques, mis à part que c'est exclusivement sur de la carte bancaire. Commande client en caisse, comment ça va se passer? Alors pour l'instant, la commande client qui est complète, c'est le SRM qui gère, comme il le faisait en fait avant l'ouverture du self-service, on va dire, c'est un peu comme ça que ça va se finir, du self-service des magasins pour les clients. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Oui, autre magasin prévu pour réouverture, ben, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ça va dépendre des structures des magasins, de leur architecture aussi qui compte beaucoup, hein. Il y en a où ça va être un peu compliqué. On peut prendre l'exemple de Beaubourg par exemple, hein, qui a un magasin de centre-ville avec énormément d'espaces petits, confinés, les rampes d'escalier, enfin voilà, il y a des sites qui vont poser beaucoup plus de problèmes que d'autres. Donc là, il en va de la responsabilité du directeur pour
pour prendre les mesures qui s'imposent. Alors, attends, hein. Alors, il semblerait que nos amis de la CGT aient fait une action par avocat. Ah oui, ils ont fait une injonction en fait auprès de Laurent Merlin pour demander ce qui n'est pas cette ouverture-là. Qui a été présenté et qui a été envoyé auprès du CSE et de la direction, CSE centrale, pardon, qui a été abordé et qui a été envoyé auprès de la direction générale. Euh, Ça n'a pas l'air de la direction générale de les perturber. Je pense qu'ils sont vraiment sur une logique financière et de survie d'entreprise. Euh, voilà, c'est la priorité. Alors, je trouve qu'on parle de plus en plus, c'est un point de vue personnel, mais en même temps, je me joins à tout le corps médical et pas, c'est pas n'importe qui, hein, ces gens-là, voilà, qui s'inquiètent beaucoup du piétinement en fait et du piétinage de tout ce qui est règles de sécurité à l'avenir, du fait que maintenant on peut aller n'importe où, n'importe quand quasiment. Voilà. C'est pour moi assez problématique parce que eh bien, on rentre dans un excès de confiance et on rentre dans des habitudes. Et il n'y a rien de pire que ça quand on a des gestes de sécurité à répéter, c'est de prendre l'habitude de faire quelque chose. C'est exactement le principe que je vais chercher mon pain à 3 km avec ma voiture et au fur et à mesure du temps, je vais de plus en plus vite parce que je connais de mieux en mieux la route. Et là, je vais dire, oui, mais là, tu vois, je peux le faire les yeux fermés, etc. Il va rien se passer jusqu'au jour où. Voilà, 90% des accidents de la circulation se passent dans un rayon de moins de 10 km de son domicile. Donc c'est pas les départs en vacances forcément, c'est pas les choses, des grands trajets, c'est des habitudes. Et avec ces habitudes et ce train-train, si on peut appeler ça comme ça, se créent des mauvaises habitudes aussi, qui convient vraiment de gommer au fur et à mesure. Y aura-t-il une hôtesse à l'accueil? Non, il y aura un personnel de sécurité qui proposera du gel hydroalcoolique auprès des clients, qui normalement, on attend de voir, parce que il semblerait que ce soit pas forcément fait dans tous les magasins, test distribution sous la forme d'un papier A4 des règles de conduite pour le client à l'intérieur du magasin, c'est-à-dire ne pas s'approcher, ne pas demander à voir quelqu'un, ne pas demander à ce qu'on descende un produit, mais il n'y aura pas d'hôtesse d'accueil. Peut-on exercer son droit de retrait s'il y a plus de 30 clients en magasin, dans la mesure où les gestes sont sécurisés et que les barrières de sécurité sont maintenues, non, on ne peut pas utiliser son droit de retrait. Ensuite, avez-vous des retours des magasins ouverts sur les règles de sécurité et les gestes barrières? Alors, dans l'ensemble, soyons clairs, dans l'ensemble, on a quand même, à l'intérieur des magasins, je parle avant l'ouverture aux clients, hein, soit bien clair, on a dans l'ensemble pas mal de retours assez positifs, où il y a quand même une certaine rigueur dans l'application des règles de sécurité. Par contre, on a pu voir des photos sur le magasin de mémoire de Tourcoing, où les files d'attente, bon, les gars, ils sont serrés comme des sardines, hein. On sent que pour eux, s'ils n'ont pas leur papier peint, ça va être un gros problème. Donc, au nom de ça, j'ai pas de masque, j'ai pas de gants, mais je me colle au gars qui est devant moi parce que je suis pressé de rentrer. Donc là, on est. Est-ce qu'on est mis en responsabilité de ça? Là, on est plus sur la question d'éthique. Maintenant, on est en droit de se dire, est-ce qu'on va pas favoriser justement ce genre de situation en ouvrant de la même manière que nous le faisons actuellement? Comment assurer la sécurité sanitaire des machines à café? Normalement, la machine à café, elle doit être rangée, enfin rangée, pardon,
entretenu régulièrement, hein, c'est le cas dans vos magasins. Il y a deux aspects en fait. La sécurité sanitaire, c'est est-ce que le produit que je vais prendre est potentiellement contaminé, le gobelet que je vais toucher, parce qu'il n'y en a qu'un qui descend, mais c'est moi qui le prends, mais s'il a été mis il y a 5 minutes par quelqu'un qui est venu faire l'entretien, est-ce que dans ces conditions-là, il ne peut pas me l'avoir refilé? Excellente question. Et ensuite, il y a, je vais appuyer sur les touches pour commander mon café, et tous mes copains ont fait ça dans les 5 minutes qui arrivent. Donc il faut à ce moment-là se dire, moi personnellement, je serais assez dans l'idée de dire, on n'utilise pas. On n'utilise pas parce qu'on n'a pas forcément une garantie. Alors, il y a en plus une bataille scientifique autour de ça. Est-ce que mes courses, par exemple, si je laisse dans ma voiture pendant 3 heures ou 5 heures, est-ce que ça suffit pour décontaminer? Alors ça dépend des supports. Apparemment, plus le support est lisse, curieusement, plus le virus tient dessus. Donc imaginez un gobelet, hein, c'est forcément quelque chose de lisse, donc il peut y avoir ce souci-là. Maintenant, si c'est, on va dire, mis en place à 16 heures par exemple ou 18 heures et qu'il n'y a pas d'utilisation de la machine avant le lendemain matin, il peut y avoir une, entre guillemets, désinfection naturelle. Mais là, encore une fois, les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus. En ce qui concerne tout ce qui est touche sur les claviers, parce qu'il y a aussi un clavier sur ces fameuses machines-là, là, on est sur l'utilisation de gants, hein, obligatoirement. Ne pas le toucher comme ça. Comment ça se passe en salle de pause, toilette, vestiaire, etc. si on est de plus en plus nombreux à bosser? Ben ça a été une des premières questions qui ont été abordées hier, avec une réponse une belle non-réponse bien emballée, on va dire. La réponse c'est nous allons tout faire pour que ces gestes soient scrupuleusement respectés. Alors tout faire, très bien, ouais, très bien, bravo. Maintenant, si c'est pas possible de le faire, est-ce que on va les piétiner ces gestes-là, ou est-ce qu'on va dire bon, on n'est pas capable d'ouvrir dans ces conditions-là? Là, je m'interroge vraiment beaucoup là-dessus. Je suis pas persuadé de la réponse. Peut-on ouvrir les caisses automatiques en les désinfectant régulièrement avec des gestes barrières pour l'hôtesse? Alors, honnêtement, une caisse automatique, si elle doit être désinfectée systématiquement après chaque passage, ce qui serait la logique, hein, ça revient exactement au même que si la personne passe à une caisse classique. Je vois pas la différence. La seule différence qu'on pourrait y trouver, ce serait un flux plus rapide. Mais si c'est un flux plus rapide, ça veut dire qu'on va laisser rentrer plus de gens dans le magasin. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. C'est-à-dire qu'on va faire vraiment le mieux qui va être l'ennemi du bien, mais vraiment dans dans tous les sens du terme. Alors, il a été abordé hier comment dire, la question des toilettes pour les clients dans le cadre de l'ouverture en self. La première piste serait qu'elle serait fermée carrément. Alors je ne sais pas si juridiquement on a le droit de ne pas avoir de toilettes dans un endroit comme ça, droit public, etc. Ça échappe peut-être à une réglementation du fait que ce soit une ouverture extrêmement limitée à la fois dans le temps et dans le nombre de personnes. Parce que sinon, il faudrait obligatoirement faire une désinfection chaque fois que quelqu'un passe, quoi. Est-ce que l'on connaît le pourcentage de salariés qui vont rejoindre les rangs sur les jours à venir? Non, on ne connaît pas. La seule chose que je sais, c'est que sur un magasin comme Nice notamment, il y avait des gens qui étaient volontaires dans le cadre de cette ouverture par la préparation des commandes à l'avance, etc. et qui se sont retirés de ce volontariat suite à l'ouverture soit des cours matériaux avec plus de véhicules que prévu, soit l'ouverture du magasin en libre service pour les clients. Parce qu'ils ont un petit peu peur que justement ces clients s'approchent et puis demandent, hein. Bon, je crois que... Non, ça c'est bon. Je crois que j'ai répondu à tout. J'ai vu que Tony m'avait reposé la question. Donc non, normalement, le SAV ne fera pas partie des choses ouvertes
des choses ouvertes dans le cadre de l'extension d'activité telle que l'on connaît. Là, en fait, le client, il faut considérer qu'il est seul, en fait, il fait du self-service, quoi. Il y a des étals, il se sert, et c'est tout. Donc, pas de conseils, pas d'aide, pas de contact. Voilà. Et une question qui est en train de s'écrire. Ouais, donc là, celle qui revient sur les femmes enceintes. Donc oui, pour moi, c'est pas des personnes. Enfin, c'est pas techniquement, c'est pas une pathologie. C'est pas une pathologie d'être enceinte de toute façon. La seule chose, ça c'est vraiment dommage de s'exposer au virus quand on a un petit bébé dans le ventre, quoi. Comment ça se passe, hein? Donc ça c'est bon. Alors, mon patron veut nous mettre en modulation basse au lieu du chômage partiel, a-t-il le droit? Alors, attends, mon patron veut nous mettre en modulation. Ah oui, c'est-à-dire en heure, en semaine basse, au lieu du chômage partiel, est-ce qu'il a le droit? Oui. Encore une fois, hein, à chaque fois, on revient sur le postulat de départ qui est de dire, si on veut, on ouvre tous nos magasins. Donc, à partir du moment où on a cette possibilité-là, on a beaucoup d'autres possibilités. Donc, pour l'instant, oui. En cas de problème de prix au passage en caisse, ça se passe comment? Là, à mon avis, c'est le permanent qui va s'occuper de ça. C'est-à-dire que le seul problème qu'on peut avoir, c'est un prix qui soit pas le bon. Donc, à ce moment-là, l'hôtesse va appeler le permanent qui, lui, va aller constater si le prix affiché correspond au prix qui est facturé en caisse. On n'a pas parlé forcément de tout à l'heure, mais faut y revenir quand même parce que l'agent de sécurité qui va se promener dans les allées n'est pas là pour faire du prévol, n'est pas là pour surveiller que le client s'en met pas plein les poches. Il est là pour vérifier simplement que les gestes barrières sont bien respectés. Donc on se prépare à un certain taux de DI assez important. Vous allez donc, en fonction de tout ce que je viens de vous dire, certainement, ça doit être le cas depuis un bon moment, vous allez avoir des CSE très rapidement extraordinaires dans vos magasins qui vont vous informer que voilà, des nouvelles activités de l'entreprise. Les artisans partenaires vont-ils reprendre leurs activités chez nos clients? Oui, c'est en cours avec une charte assez importante, tant de la part de l'artisan que de la part du client qui le reçoit. C'est en cours de développement pour justement continuer à faire des chantiers pauses par rapport à tout ce qui est en cours en fait, quoi. Comment les hôtesses sont protégées de cette proximité du client lors de l'encaissement? Alors elles sont protégées par des masques, des gants, une visière et ensuite une coque en plexi qui l'isole un petit peu. Donc après, il y a forcément à un moment donné, quand on va biper le produit, on va s'approcher un petit peu plus. Maintenant, on essaye, je dis bien on essaye, hein, si c'est possible de ne pas avoir trop de contact. C'est-à-dire que à un moment donné, comme on va ouvrir à quasiment tous les rayons, vous avez forcément vu dans vos magasins qu'une hôtesse, des fois, peut se déplacer pour aller biper directement sur le chariot parce que l'objet est lourd et qu'il ne peut pas être mis sur le tapis. Donc là, il va falloir qu'elle demande au client de se reculer afin qu'elle puisse biper. En cas de problème, donc ça c'est bon.
Peut-on exercer son droit de retrait? Le droit de retrait, il est toujours exerçable, mais le droit de retrait, il est obligatoirement lié à un non-respect des règles de sécurité. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie. Est-ce que l'on connaît le pourcentage de salariés qui vont rejoindre les gens les jours à venir? Non. Il va y avoir grosso modo un appel d'offres, hein. Ça veut dire qu'ils vont certainement équiper, faire le tour. Je sais que dans certains magasins, il y a beaucoup plus dans le cadre actuel, hein, d'ouverture, c'est-à-dire le retrait 2 heures, la préparation de commande. Il y a dans certains cas beaucoup plus de volontaires que de possibilités de travail. Donc le principe, ça va être une, une mise à disposition de ces personnes-là dans le cadre de l'ouverture, si elles le souhaitent. Attention, parce qu'elles peuvent très bien dire, attention, la donne change, donc moi je n'y vais pas. Et à ce moment-là, si jamais il n'y a pas suffisamment de volontaires, ben, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ben, il y aura des désignés d'office, comme on dit. Alors, le retrait, 2 heures, hop là. Va prendre une ampleur énorme, oui. Oui, bah, il y a des magasins pas mal où on passe du retrait 2 heures au retrait 6 jours, hein. C'est un petit peu comme les drives dans les supermarchés. Il y a embouteillage, quoi. C'est clair qu'il y a embouteillage. Donc à terme, on va sur une augmentation des équipes. Donc à terme, on va sur une préparation au déconfinement. Maintenant, il ne faut pas aller plus vite que la musique, il ne faut pas aller plus vite que la médecine, il ne faut pas être plus fort que tout le monde, parce qu'on risque à ce moment-là d'avoir un retour de manivelle qui nous fera reculer encore plus que le point du départ duquel on est parti il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est sauver l'entreprise, certes, mais pas à n'importe quel prix. Ça fait un agent de sécu à l'entrée et un au SRM et un au bâti. Oui, ça fait euh, un agent de sécurité qui va être à l'entrée, un agent de sécurité qui va être au bâti, un agent qui va être au SRM et un agent qui va être dans ce qu'on appelle entre guillemets un agent qui sera ange gardien client, donc dans les rayons. Tous les chefs de secteur sont-ils volontaires? Grande question. Là, j'ai pas la réponse. À les écouter, tout le monde veut. Maintenant, voilà, ça là, on est sur du rapport cadre-direction. Je peux pas répondre à leur place, mais je suis persuadé que il y a peut-être des pressions qui peuvent se faire sentir. Alors, combien de conseillers seront en attente d'un appel téléphonique pour répondre aux clients dans les bureaux d'un magasin? Est-ce que c'est un conseiller par rayon? Non, c'est un conseiller pour le magasin. Donc ça va être, je pense quand même, un petit peu plus de l'orientation que du conseil, hein. Va-t-on nous fournir plus de vêtements car à chaque fin de journée, il va falloir les laver pour les décontaminer? C'est pas prévu. Il est prévu essentiellement des équipements de protection, mais pas forcément des vêtements supplémentaires. Alors, attends, hop. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les rendez-vous SRM cours matériaux, c'est sur Nice, là notamment, c'est une semaine d'attente. Alors, si on a une réouverture des écoles de manière partielle, par exemple école le matin ou l'après-midi, sans cantine ni garderie, mais reprise de travail, plus droit au chômage partiel, va-t-on pouvoir aménager les horaires de travail selon les horaires des enfants? Ça va être compliqué. Techniquement, on peut le faire, mais je pense que dans le cadre des recherches de personnes pour travailler, euh, ce sera pas forcément le public prioritaire qui va être choisi, ceux qui ont des enfants avec des écoles en ouverture partielle. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Beaucoup de gens s'interrogent sur l'ouverture des écoles.
Donc, faut attendre. Faut attendre. Il est curieux d'entendre dire qu'on va réouvrir les écoles en premier, sachant que la plupart des écoles sont déjà surchargées. Donc on ne peut pas faire des demi-classes, on ne peut pas faire des quarts de classe, sinon il faudrait 4 fois plus de structures, il faudrait 4 fois plus de profs. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le moment. Je reviens vers vous dès que nous avons des réponses concernant toutes les questions qui étaient posées par les OS dans le cadre du CSE central, parce qu'il reste encore des sujets qui n'ont pas été, on va dire, clarifiés de manière assez précise. Ensuite, pour vous donner des éléments complémentaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. N'oubliez pas de liker et de partager la page. C'est important. Et d'en parler autour de vous. Et encore une fois, vous pouvez passer par la messagerie privée si vous avez des questions complémentaires à poser. On sera certainement et toujours là pour vous répondre et pour vous orienter autant que faire se peut. Donc encore une fois, bon après-midi à tous. Je vous donne rendez-vous, j'espère, pour le milieu de la semaine prochaine pour des réponses complémentaires et des informations complémentaires à vous donner. Allez, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches et restez chez vous.